Il y a des auditeurs qui nous disaient hier, c'était super, vous n'avez pas parlé de Trump de toute l'émission. Êtes-vous capable de faire 2 émissions sans parler de lui? Ben non, on n'est pas capable. Aujourd'hui, on va en parler. D'abord, parce qu'il y a 2 sujets à l'ordre du jour, pas parce que ça nous tente. Il y a un été record pour les demandeurs d'asile. Alors, au poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, le nombre de demandeurs d'asile a explosé. Ben, tu sais, on dit tout le temps ça. Les prix ont explosé, ici a explosé. Ben, des explosions, mais ça, dans ce cas-là, c'est assez vrai, là. En un mois seulement, donc en juillet 2025, le mois de juillet qui vient de passer, là, il a reçu 3493 demandes. C'est 5 fois plus que la même période l'an dernier. Pour en parler, je suis avec Maître Frédéric Bérard. Il est avocat constitutionnaliste et il est en studio. Bonjour, Salut, Maître. Donc, Frédéric, est-ce que tu as une explication? Oui, c'est simple. Trump a répudié le statut légal de ces mêmes communautés. Il y a beaucoup d'Haïtiens, on le sait, qui, c'est pas compliqué, là, il faut qu'ils aillent ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans ce temps-là? Mais si on va au plus proche, là, nécessairement, ici, c'est le Canada. Où il y a un enjeu, puis il est important cet enjeu-là, c'est quand le Canada et les États-Unis, il y a une entente qui s'appelle une entente entre les pays tiers sûrs. C'est-à-dire que quand le demandeur d'asile fait une demande dans un des 2 pays, après ça, il n'a pas le droit de présenter sa demande dans l'autre pays. En d'autres termes, première demande, c'est fini par la suite, que ça passe ou que ça casse. Or, ici, il y a une mini-exception qui est la suivante, c'est-à-dire que quand il y a, dans l'entente en question, quand il y a une possibilité d'aller rejoindre de la famille. Donc, on sait ici que les Haïtiens, communauté importante au Québec, ce qui fait en sorte que ces gens-là viennent présenter leur demande. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on entend ça de la part de nos politiciens, de quelques politiciens, on a trop de demandeurs d'asile. La réalité, c'est que c'est un droit qui est protégé en droit international humanitaire, c'est protégé en droit canadien, c'est protégé en droit québécois. Et c'est pas parce que la personne fait la demande que la demande sera acceptée. Je sais pas si tu te souviens, en 2018, il y avait une vague d'immigrants haïtiens, de demandeurs d'asile, qu'on appelle aussi des réfugiés. Il y a une raison à ça, parce qu'ils se réfugient. Or, il y avait quelque chose comme 65% qui avait été accepté, 35% qui avaient été refusés. Pourquoi? Mais parce que parfois, on ne respecte pas les critères prévus, mais ces gens-là ont quand même le droit de présenter leur demande. OK. Et là, l'exception qui fait que ils sont reconnus comme demandeurs, mettons, aux États-Unis, on ne les reconnaîtrait pas ici au Canada en fonction de l'entente des pays tiers, mais le principe de réunion des familles leur permet, donc ceux qui ont une famille ici, leur permet de simplement se déplacer vers le Québec. C'est l'exception. Ouais. Mais de façon générale, si tu présentes ta demande aux États-Unis, tu ne peux pas le faire par la suite. Mais j'ai lu que il y en a beaucoup qui ont droit à cette exception-là. Que bien sûr. Quand on regarde, d'ailleurs, c'est un article de la presse qui est signé par Suzanne Colpron, quand on regarde le nombre de personnes qui se sont fait revirer de bord, c'est quelques centaines seulement sur 3500 en un mois. Du fait, justement, de la réunification familiale. Okay. Et moi, je te soulève quelque chose. Les États-Unis, si je te pose la question, est-ce que c'est encore un pays tiers sûr? Bel angle. Le mot sûr veut dire quoi? Oui. Alors, pourquoi qu'on a eu cette entente-là à la base? C'est pour dire, les États-Unis et le Canada, essentiellement, c'est la même chose. Donc, vous choisissez, puis c'est du pareil au même, ni plus ni moins, en matière d'immigration. Les États-Unis, il n'y a pas grand pays de moins sûr en Occident aujourd'hui avec la vague fascisante. Oui, c'est ça. Avec ICE là, qui débarque. Semble-t-il qu'ils sont débarqués ce matin sur un site d'incendie. Où il y avait un pompier qui était un immigrant qui avait pas ses papiers, puis ils l'ont empêché de travailler, puis ils l'ont emmené avec eux. Il y a cet autre cas là d'une personne qu'on avait envoyée par erreur au Salvador. Il a été rapatrié. Oui. Puis là, on l'envoie en Ouganda. Bien sûr. Tu sais, quand on parle d'un état de droit, là, il y a une des conditions qui est bien importante, c'est-à-dire pas d'arbitraire. Oui. Pourquoi l'Ouganda? Ils sont même pas capables de te dire pourquoi pas l'Ouganda. On va l'envoyer en Ouganda, mais vous avez aucun motif pour l'expulser. Trump avait dit à la base, il est membre d'un groupe criminel. Tu te souviens de ça? Oui. OK. Ils ont dit, OK, sont où les preuves? Pas besoin de faire de preuves. Ben, dans un état de droit, oui, c'est plate, mais ça prend des preuves. Et puis, ce gars-là s'est fait donc domper dans la prison de Salvador. Écoute, moi, je suis allé, je l'ai visité, là. Bukele, qui s'est autoproclamé le dictateur le plus cool du monde. C'est déjà là, faut pas te poser des questions. Et cette prison-là, c'est un massacre de droits humains. Ils sont 80 000 embarqués les uns par les autres en petits shorts, OK? La bouffe, oublie ça. Les conditions sanitaires, je te laisse les imaginer.
Et ils n'ont toujours pas de procès 3 ans après leur emprisonnement. Puis moi, j'ai parlé à des familles là-bas. Leurs enfants, parfois, étaient emprisonnés. Ils disaient, écoute, il y a de la corruption, évidemment. Hein. Les gardiens de sécurité disent, dis à ta famille de domper 100$ dans mon compte, sinon tu manges pas cette semaine-ci. Et Bukele vit donc à l'extérieur de ce droit-là. Et c'est pour ça qu'il a accepté de Donald son offre de, oui, amène-les ta gang. Je vais m'en occuper. Mais même Bukele, que tu saches, ça, c'est intéressant, il est allé dire, là, il charrie pas mal, Trump. Là. Il nous a envoyé du monde. Ils n'ont rien à voir. C'est pas des criminels. Même lui. Quand le dictateur le plus cool du monde trouve que t'as pas d'allure en matière de droits humains, ça te donne une idée. Donc, toi, tu penses que y a bien d'autres immigrants, demandeurs d'asile aux États-Unis, de toute nationalité, qui pourraient dire au Canada, on vous demande l'asile des États-Unis. On veut se protéger des États-Unis. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils font. Hein? Ils fuient les États-Unis actuellement. Puis tu as bien fait de parler de ICE. ICE, ce sont des macaques. Ce sont des gens excessivement dangereux. Tu n'as pas besoin d'éducation. Tu te promènes avec un foulard d'en face pour ne pas t'identifier. Tu te promènes avec un gun. Là, maintenant, on a abaissé l'âge des agents du ICE à 18 ans. C'est des morveux, essentiellement. On leur donne 50 000 $ de bonus et ils débarquent dans des villes comme Los Angeles. Et c'est quoi les motifs d'arrestation du ICE? Est-ce que ça parle espagnol? Oui. Oh. On envoie ça dans le panier à salade. On sépare des femmes, des parents de leurs enfants. Il y a des enfants qui sont envoyés dans les orphelinats. Par définition, leurs parents ne sont plus là. Et Donald a signé un décret récemment, écoute bien ça, pour envoyer les enfants d'immigrants qui sont dans les orphelinats, pour les envoyer donc dans les centres de détention du ICE. Ça commence à être beaucoup, là. Oui. Un orphelinat. Donc, le tiers pays sûr, on pose la question, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est un pays sûr? Bon, maintenant, parlons des impacts pour le Québec. Tu sais, quel que soit le niveau de détresse de ces gens-là, il y a une limite à recevoir des dizaines de milliers, par exemple. Tu sais, il y a un seuil, là, à moins qu'on se mette à construire des camps de réfugiés. Mais en termes de logement, en termes de services sociaux, etc., comment on fait? Méchant dilemme, dilemme, tu sais. C'est ça qui est le plus délicat là-dedans. Puis je le répète, ces gens-là ont le droit de poser leur candidature. Pour ceux qui disent, ce sont des immigrants illégaux. Mais c'est pas vraiment illégal d'arriver puis remplir ton formulaire devant un juge administratif qui va évaluer le droit applicable. Tu sais, je pense que c'est pas mal même la définition du droit. Maintenant, est-ce que tu respectes les critères de réfugiés, par exemple politiques, par exemple religieux? Il y en a, par exemple, des membres de la communauté LGBTQ+, qui disent, si je retourne dans mon pays, je vais me faire tuer. Oui. On voit ça à plusieurs endroits. Donc, quand les critères sont respectés, on doit les accepter. Quand ils ne sont pas respectés, tough luck, Charlie, tu dois retourner de bord. Mais là, maintenant, la question qui se pose, c'est la question des ressources, mais le droit international n'est pas adapté à cet effet-là. Puis je te lance ceci pour finir. Toi qui es un grand fan du développement durable et qui est aussi inquiet que moi du réchauffement climatique, selon l'ONU, d'ici 2050, il y aura au minimum 220 millions de réfugiés climatiques. Pas en 2050, d'ici 2050, donc c'est déjà commencé. On les met où, ces gens-là? Effectivement. Là, il y a pas de conversation nationale sur ce genre d'enjeu, puis il va falloir en avoir une, parce que, tu sais, on évoque le mot 2050, mais ça va commencer dans les prochaines années. C'est déjà commencé. Puis donc, et pour les Haïtiens, c'est 300 000 personnes qui vivent avec un statut qui avait été donné par Donald Trump aux États-Unis. Ce statut-là est révoqué par Trump. Un juge de la Cour supérieure fédérale a reporté en 2026 la date à partir duquel il pourrait être expulsé. Mais ça veut dire qu'on doit s'attendre à des dizaines de milliers de personnes qui vont converger vers le Québec. Ah, mais ça, c'est officiel. Puis avec ce qui se passe avec le ICE, même chose. Est-ce que quand tu vis aux États-Unis, puis il y en a, écoute, faut pas l'oublier, là. Il y a des gens qui se font arrêter et détenir par des agents du ICE qui ont leurs papiers en bonne et due forme. Il y a des Canadiens qui ont été détenus par le ICE. Comment ça s'appelait? Une Mooney qui venait de Colombie-Britannique, qui a passé 2 semaines dans une prison de l'Arizona, accouchée dans un truc en papier d'aluminium, sans manger ou à peu près, parce qu'elle savait même pas pourquoi elle était là, alors canadienne, en bas d'uniforme, son visa de travail et tout le tralala. Incroyable. Bon, changeons de sujet, même si celui-là n'est pas résolu. On n'a pas de solution, on n'a pas de prise en charge, même pas au niveau du discours. On ne sait pas ce qui va se passer et ça nous inquiète énormément. Mais on va le suivre. Parce que ça nous inquiète, on va le suivre. Et moi, il me semble évident qu'on va devoir penser à des solutions logement temporaires. Mais en tout cas, on n'est peut-être pas rendu là, mais ça m'inquiète.
Bon, deuxième sujet sur Trump, il a révoqué la protection policière de Kamala Harris. As-tu vu ça? C'est inouï. Écoute, moi, c'est drôle parce que j'ai passé l'été avec Denis ici, Denis Lévesque, que je salue d'ailleurs. Puis, je parlais souvent de ça, puis je disais, c'est quoi le dénominateur commun de toutes les actions de Trump? Pour moi, il y en a un. Il y en a plus qu'un, là, mais il y en a un qui ressort. C'est la méchanceté. Oui. Ce gars-là est profondément méchant. Oui. Plus il peut être cruel. Tu sais, quand je te parle de vider des orphelinats et les envoyer dans des centres de détention, on parle d'orphelins, là. Es-tu capable de faire pire que ça dans la vie? Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est Harris, le méchant de méchant. Exact. Harris, pas pour une orpheline, évidemment, elle est capable de se défendre. C'est une grande fille et tout, c'est pas ça le truc. Mais là, tu retires toute la sécurité, non seulement la sécurité physique, mais aussi l'accès à l'information qu'elle pouvait avoir. Par exemple, les menaces potentielles, les dangers potentiels. Hein? Ben, il y avait l'avertir à l'avance. Exact. Ben oui. Et là, tout ça est retiré d'un coup, net frais de sec. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Harris continue de donner des conférences, évidemment, hein, dans toutes sortes d'événements. Il va bientôt écrire un livre. Et bien sûr, et on sait qu'elle se gâtait sur Donald, mais c'est parce que ça fait partie de la démocratie. Il faut que tu acceptes la critique, que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça. Je veux dire, tu peux pas commencer à jouer avec la loi, retirer des droits pour le simple plaisir de. Et dans ce cas-ci, tu me permettras de m'inquiéter pour Harris, parce que c'était la première femme noire vice-présidente des États-Unis. Elle était protégée jusqu'aux oreilles. Et là, regarde la gang de Trumpistes absolument crinqués. Est-ce que cette femme-là est en sécurité aujourd'hui, une fois qu'on lui retire? Poser la question, c'est d'y répondre. On a entendu la foule qui a envahi le Capitole chercher Pence. Puis avidement, et la présidente de la Chambre à l'époque, dont j'oublie le nom, où elle est, c'était pas pour y faire signer des autographes, là. Non, mais c'est Nancy, Pelosi. Exact. Nancy Pelosi, mais il la cherchait. Oui. Et s'il l'avait trouvée, ça se serait mal passé, là. Absolument. Et là, Harris, et oublie pas que là, on parle de 2020, je te dirais qu'en 2025, donc 5 ans et demi plus tard, le niveau d'agressivité, le niveau de violence, le niveau de polarisation est encore beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Ben, c'est toutes des bonnes nouvelles. Ben voilà, Frédéric, quand tu as besoin de moi, je suis là pour te remonter le moral. Merci beaucoup. Salut. Merci Frédéric.